Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à Parle-moi de santé, ce deuxième épisode du podcast qu'on a lancé la semaine prochaine, la semaine passée, dis-je bien. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, puis je suis très content de vous retrouver pour un deuxième épisode. Aujourd'hui, on a reçu Ariel Desjardins-Charbonneau, qui est physiothérapeute en clinique privée, copropriétaire de clinique privée dans la grande région de Montréal, qui est également professeur enseignant à l'Université de Montréal dans le cours de douleur auprès des étudiants en physiothérapie. Donc, Ariel qui a fait de la recherche également dans le domaine, le sujet de la douleur. Donc, qui a une expérience clinique, pratique, mais aussi au niveau de l'enseignement très poussée. Donc, ça fait de lui un invité très, très, très pertinent à recevoir pour aborder ce sujet-là. Ariel qui est également un collègue à moi, mon patron aussi. Donc, on déclare nos conflits d'intérêts à l'avance. Mais on a eu une super conversation pour parler justement introduire un peu le sujet sur la douleur, expliquer c'est quoi, avec des exemples concrets, des applications de la douleur, mais aussi tout le contexte qui entoure l'expérience de la douleur. Donc, pour aider les gens un peu à comprendre un peu mieux c'est quoi ce phénomène-là, qui semble simple, mais qui est extrêmement complexe. Les gens, je crois, ne comprennent pas l'ampleur de ce que c'est la douleur, même plusieurs professionnels de la santé, donc au-delà de la population générale. Donc, ça fait de ça une conversation hyper enrichissante pour les gens. N'hésitez pas à vous abonner encore. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On veut vous entendre commenter les épisodes. Abonnez-vous à notre chaîne. Essayez de propager la bonne nouvelle. Plus on est de fous sur cette chaîne-là, plus on est capable d'avoir de gens qui vont entendre parler du podcast. Donc, prenez des screenshots des épisodes, partagez ça dans vos stories Instagram, Facebook, peu importe où vous êtes. Parlez-en à votre mère, à votre sœur, à votre frère. Propagez la bonne nouvelle pour agrandir la communauté de Parle-moi de santé. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode qu'on a enregistré très tôt dans l'année, en février, pré-COVID. Donc, vous remarquerez la proximité dans l'enregistrement qui est tout à fait normal et qui était très légal à ce moment-ci. Vous remarquerez que dans les autres épisodes, ensuite, on a dû arranger un petit peu le format pour pouvoir respecter la distanciation. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne écoute avec ce deuxième épisode sur la douleur avec Ariel Desjardins-Charbonneau. Desjardins-Charbonneau, comment ça va? Ça va bien, merci Alexis, toi? Ça va bien, merci de venir à mon podcast Parle-moi de santé. Ça fait plaisir. Bon, c'est ta première? Premier podcast à vie, ouais. Bon, premier podcast à vie. On fait beaucoup de premières à ce podcast-ci. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu juste pour que les gens sachent un peu t'es qui. Donc, pourquoi l'expertise que je veux que tu offres à ce podcast-là, pourquoi je t'ai appelé, parce qu'aujourd'hui, on jase de douleur. Fait que fais-moi donc juste un petit résumé de ton parcours en tant que physio, en tant que professionnel. Ça ressemble à quoi ce que tu as touché comme domaine? J'ai gradué en 2012 de l'Université de Montréal, puis ça fait maintenant presque 8 ans que je travaille en clinique privée. Je suis tombé dans la douleur pour la première fois en 3e année, donc à la fin de mon bac, dans mon stage. C'était un stage que j'avais pas beaucoup d'amis, fait que le midi, j'avais 1 heure à rien faire. Puis là, j'ai trouvé le livre Explain Pain de David Butler, puis j'ai commencé à le lire le midi. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le monde de la douleur était un monde incroyable, fascinant, et malheureusement, le cours de douleur qu'on avait à l'université n'était pas super bon à ce moment-là. Et puis, personne n'y allait, puis moi, j'avais décroché, je pensais pas que je trouvais pas ça intéressant. Mais en lisant le livre, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un monde de possibilités, puis que c'était vraiment plus complexe que ce qu'on pensait. Puis, c'est aussi, quasiment, en fait pas quasiment, 100% de mes patients qui viennent me voir ont mal. Oui, exact. C'est la cause ou la raison de consultation. C'est le dénominateur commun chez tout le monde. Fait que je veux dire, il devrait y avoir 15 cours à l'université là-dessus. Là. Ouais. Fait que j'ai décidé de me former, puis de continuer à lire, puis de continuer à pousser mes connaissances là-dedans tout au long de ma carrière après. Là. Puis toi, comment tu t'es amené plus à te former là-dedans? C'est quoi qui a été les étapes importantes à t'amener à développer plus une expertise en douleur? Je te dirais, j'étais assez autodidacte.
Fait que c'était beaucoup de lecture de livres, de lecture d'articles scientifiques, écouter des conférences de gens influents dans le domaine. Puis après ça, c'est essai-erreur avec des patients pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, trouver mon style, trouver qu'est-ce qui accroche les gens, qu'est-ce qui leur fait, qu'est-ce qui a du sens pour eux. Fait que ça a été un peu de théorique, puis après ça, d'autres pratiques. Puis depuis 3 ans maintenant, on a refait le cours de douleur à l'Université de Montréal à 100%. Fait que je suis chargé de cours dans le cours de douleur. Puis je pense que ça a vraiment transformé la vie des étudiants. Là. Du moins, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, c'est ça. Fait que t'es maintenant le responsable des cours de douleur dans la formation de physiothérapie à l'Université de Montréal. Ouais, environ 75% du cours, c'est moi qui m'en occupe. Fait que c'est toi qui l'as repris un peu de A à Z pour essayer de reconstruire un cours plus basé sur peut-être les meilleures évidences actuelles, ce qu'on sait qui fonctionne le plus, puis dans le fond, le but, c'était surtout d'apprendre de faire comprendre aux élèves peut-être un peu plus c'est quoi, puis d'avoir des meilleurs outils pour quand ils graduent. Ouais, exactement. Parce que quand moi, je suis sorti de l'université, j'avais pas vraiment beaucoup d'outils. Fait que mon but, c'était j'essayais de me remettre dans ma peau de jeune gradué puis me dire qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là. Puis c'est ce que j'ai créé le cours de toute pièce. J'étais vraiment chanceux. Lisa Carlesso, qui était la coordinatrice du cours à ce moment-là, elle m'a laissé carte blanche. Pour faire, j'avais 3 cours au début, puis au fur et à mesure que les années avançaient, ben j'avais de plus en plus de cours parce que d'autres professeurs arrêtaient d'enseigner. Fait que j'ai repris tous les cours, puis j'ai tout remonté de A à Z. Fait que je pense qu'ils ont une bonne formation actuellement. Là. Avec le temps aussi, le cours il peut se peaufiner. Toujours. Tu es aussi copropriétaire de clinique privée maintenant depuis 2017, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, tu étais physiothérapeute depuis ce temps-là pour les cliniques physioactifs. Ouais. Puis, en 2017, tu es devenu copropriétaire avec Sylvain Saint-Amour, que j'ai reçu plus tôt. Je ne sais pas si l'épisode va être diffusé avant ou après, là, mais bref, qu'on l'a reçu aussi au podcast. Donc, indirectement aussi, tu es mon patron, collègue, co-ami de travail. Ouais. Donc, mettons qu'on rentre un peu plus dans le sujet. Aujourd'hui, on parle de douleur. C'est un sujet assez vaste. Les gens peut-être vont penser qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais au contraire, je pense qu'on va peut-être faire 3-4 épisodes là-dessus éventuellement. Fait que si on commence juste par définir c'est quoi la douleur de façon simpliste, comment tu définirais c'est quoi? Je dirais que la douleur, c'est un système d'alarme pour que notre conscience soit conscient, c'est drôle à dire, mais pour que notre conscience devienne alerte de ce qui se passe dans notre environnement. Fait que c'est juste un signal pour dire attention, il y a quelque chose qui pourrait arriver qui pourrait ne pas être bon pour toi. OK. Fait que ça, le temps de verbe clé, c'est pourrait, c'est conditionnel. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il y a une douleur qu'il y a un réel danger. Exactement. Ça peut être un danger potentiel ou un danger réel. Exactement. C'est toujours un danger qui pourrait être présent. Mm-hmm. Je te donne un exemple. Si on allumait une chandelle ici, puis doucement, je descends ma main en haut de la chandelle, ben, ma main, elle brûle. Puis là, je vais retirer ma main. Ouais. Ben ça, c'est mon cerveau qui me dit « Hey, niaiseux, arrête de descendre ta main, tu risques de te brûler si tu continues. Ouais. » Et donc, la douleur m'avertit de porter attention à ma main pour que moi, je porte une action par la suite. Ouais. Puis souvent, quand on enlève notre main, après ça, on regarde notre main, puis notre main n'est pas brûlée. Mm-hmm. Fait qu'on peut dire que la douleur est arrivée avant le réel problème. Ouais, d'une réelle lésion ou d'une réelle blessure. Ouais. Parce que si on regarde au final, de la façon que tu l'expliques maintenant, la douleur, c'est un système d'alarme un peu comme la faim. Dans le sens que si ça fait un bout que tu as mangé, ben là, ton cerveau, il va commencer à envoyer des signaux dans le sens il va te faire gargouiller ton ventre, il va te faire sentir la faim ou la soif dans le but que tu portes action, c'est-à-dire manger ou boire. Exactement. Fait que c'est un peu le même principe. C'est pareil comme la faim, pareil comme la soif. Ouais, pareil comme bailler. Oui, pareil comme bailler aussi. C'est vrai, c'est un bon exemple. Puis, à quoi ça sert, la douleur? Tu sais, on sait que c'est très utile parce que les gens, on ne voit que l'aspect négatif de la douleur. Tu sais, les gens, ils nous consultent en clinique privée, en physio, parce qu'ils ont mal, évidemment. Mais à la base, la douleur, c'est super utile. Fait que à quoi ça nous sert comme être humain? Ben, je reprendrai ton point pour mettre vraiment l'emphase là-dessus, pour dire que souvent on prend la douleur comme étant quelque chose de négatif, mais c'est grâce à la douleur qu'on a pu survivre dans le temps. Fait que la douleur, ça me permet d'apprendre qu'est-ce qui est bon et pas bon pour mon corps. Je te donne par exemple, si je mange, quand j'étais petit, il y avait un jardin chez nous, puis avec un arbre avec des petits fruits rouges, ben j'en ai mangé, puis j'ai eu mal au ventre après. Fait que là, j'ai appris que... On a tous fait ça. Il faut pas manger des petits fruits rouges dans l'arbuste. Les oiseaux, ils ont le droit de les manger, les écureuils aussi, mais pas moi, parce que ça me donne mal au ventre.
Fait que c'est la douleur qui m'a appris ça et qui m'a empêché, par exemple, de m'empoisonner par la suite. Ouais. Fait que ça a été utile pour ta protection, au final. Exactement. Ça permet de protéger ton corps. Mm-hmm. Même chose, tu sais, un enfant qui est petit, qui touche à quelque chose de chaud, il va avoir mal, il va retirer sa main, puis il va apprendre, ne touche pas à ça, il pourrait avoir un problème. Ouais. Fait que la douleur nous a permis de survivre dans le temps. Puis un exemple de ça, c'est qu'il y a des gens qui naissent sans un gène qui leur permet de ressentir la douleur. OK. Puis ces gens-là, dans la vie, souvent, ils meurent très tôt. Puis ils meurent de choses niaiseuses. Par exemple. Mais par exemple, ils peuvent être en train de cuisiner, puis là, ils oublient leurs mains sur le poêle, puis là, ils décident d'enlever leurs mains seulement quand ça sent brûler. Ouais. Parce qu'ils ne sentent pas la douleur. Ou bien, ils peuvent avoir une infection de pied, puis marcher avec une roche dans leur soulier pendant toute la journée, sans le savoir, puis ils ont une grosse plaie. Fait qu'ils finissent par avoir des bobos que d'habitude on n'a pas, qui peuvent s'infecter, ou juste créer d'autres problèmes dans leur corps qui finissent par décéder très tôt. Ces gens-là, ils n'ont pas de système d'alarme. Fait que ces gens-là, ils naissent vraiment avec le gène, ou il manque le gène qui leur permet d'avoir ce système de douleur-là. Il manque un gène qui est dans la cascade du système de douleur. OK. Ouais. Puis, c'est-tu fréquent, ça? Non, c'est pas fréquent. Il y a une ça doit être famille. assez rare. Ouais, il y a une famille en Italie qui sont comme 3-4 dans la famille qui manquent ce gène-là. Il y a comme deux, trois familles qui ont trouvé, là. OK. Qui n'ont pas ça. Ça ressemble pas à avoir de douleur. C'est un peu comme conduire une voiture avec les yeux fermés. Ouais, c'est ça. C'est un peu dangereux. On dirait que les gens, ils font ça au Québec, par contre, déjà d'emblée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment pareil. Ouais. T'as aucun feedback à savoir, qu'est-ce qui est dangereux autour de toi. Ouais. Puis, est-ce que ça a un nom? Est-ce qu'ils ont mis un nom sur... C'est une maladie qu'ils ont nommée? Oui, il y a un nom, mais c'est vraiment un nom en latin. Ouais, c'est ça, qui faudrait le est... retrouver. ouais. OK. On dit souvent que, bon, c'est un peu délicat de la façon de le verbaliser, mais on sait que, en anglais, on dit « all pain is in the brain ». Fait que, tu sais, 100% de la douleur est créée ou générée par notre cerveau. Ouais. Fait que là, ça peut faire peur aux gens, les gens qui disent « ben moi, j'ai mal au genou, c'est sûr que c'est mon genou qui me dit que j'ai mal ». Comment tu peux définir ça ou comment tu peux expliquer ça un peu mieux pour que les gens comprennent pourquoi réellement 100% de la douleur est générée dans notre cerveau? On peut voir la douleur comme une émotion. Ça serait une autre façon de la définir. Puis la façon dont la douleur fonctionne, c'est que on a des récepteurs spécialisés qu'on appelle des récepteurs des nocicepteurs. Noci veut dire danger. Donc, des récepteurs de danger dans le corps qui sont là puis qui scannent le corps, sont toujours en mode scan. Fait qu'ils scannent ce qui se passe dans le corps. Puis, par exemple, si je marche ici, je suis arrivé chez nu-pied, si je marche sur une punaise, ben là, les récepteurs me disent « Oh, il y a quelque chose de dur en dessous de ton pied, qui est plus dur que d'habitude, qui ne devrait pas être là. » Alors, j'ai un effet nerveux qui part de mon pied, qui monte jusqu'à mon cerveau, et c'est mon cerveau qui décide est-ce que cette information-là est pertinente pour moi actuellement? Et là, ce que ça fait, c'est que ça prend en considération tout le contexte autour de moi. Fait que, par exemple, si je sais que je suis en plein milieu de la nuit puis que j'ai un enfant puis il y a des blocs Lego par terre, ben mon cerveau va me dire oui, tu marches quelque chose de dur, ça pourrait être dangereux pour toi, et décide de me rendre conscient que j'ai mal pour que je retire mon pied de ça. Si j'ai un autre contexte, par exemple, que je suis un soldat et puis c'est la guerre autour de moi, puis je pèse sur quelque chose de dur en dessous de mon pied, mais peut-être que le contexte autour me dit non, c'est pas grave ce qui se passe en dessous de ton pied, cours le plus vite possible pour t'en aller de là. Fait que dépendant du contexte, le cerveau va décider si on ressent la douleur ou pas. Mais avant que l'information se rende au cerveau, ce n'est pas vraiment de la douleur. C'est juste un signal pour dire il y a quelque chose de pas normal et c'est le cerveau qui décide si on ressent de la douleur ou pas. OK. Fait que l'interprétation va vraiment tout se faire dans le cerveau, là. La décision finale de est-ce que je considère que c'est un réel danger ou c'est juste quelque chose auquel on porte attention, c'est vraiment notre cerveau qui va décider ça. Ouais, on pourrait résumer ça comme la douleur, c'est l'opinion du cerveau. OK, ouais. C'est comme le décideur un peu, lui, il va gérer, il va scanner un peu toutes les informations autour. Ouais, puis après ça, la personne va ressentir la douleur au niveau du genou. Parce que c'est au niveau du pied, dans l'exemple de tantôt. Puis tu parlais tantôt que t'as montré l'exemple de piler sur quelque chose à la guerre, puis le contexte est très différent que de piler sur quelque chose dans sa salle à dîner, exemple, comme un Lego. Ouais. Fait qu'on sait que la douleur va dépendre du contexte. As-tu d'autres exemples qui te viennent en tête qui démontrent bien que la douleur dépend du contexte? Ouais, je peux t'en donner d'autres. Je te dirais quelqu'un qui utilise ses mains
à tous les jours. Ouais. Moi, je suis physiothérapeute, j'utilise mes mains à tous les jours. Mes mains, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est mes outils de travail. Fait que si moi, je me blesse à la main, mon cerveau peut interpréter ça comme étant vraiment grave dans ma vie à moi. Et je pourrais sentir plus de douleur comparé à quelqu'un qui, par exemple, travaille à l'ordinateur, puis c'est plus son cerveau qu'il utilise. Ben, j'utilise mon cerveau aussi quand je travaille, mais c'est ça. plus, il n'y a pas besoin de ses mains pour travailler nécessairement. Ben, s'il se blesse à la main, cette personne pourrait sentir moins de douleur. OK. Fait que le contexte général, dans le sens que, exemple, la même comparaison avec un pianiste. Quelqu'un qui utilise ses doigts pour faire son métier. Il parle souvent que les gens assurent leurs mains avec des montants faramineux, là, aux États-Unis, entre autres. Fait que ça menace encore plus leur homéostasie, là, leur équilibre de corps et de vie. Fait que c'est plus dangereux pour eux de se blesser aux mains que quelqu'un qui n'a pas besoin de ses mains. Exactement. Fait qu'un peu, tu sais, le contexte aussi, est-ce que tu dirais que ça peut s'appliquer aussi dans le sens qu'un sportif, exemple, qui se blesse en finale, pourrait ressentir plus de douleur parce que c'est associé à un moment dramatique dans le sens que ça met fin à sa participation à la conquête d'un championnat puis qu'il pourrait expérimenter une douleur plus importante? Le cerveau pourrait le voir comme ça, mais le cerveau pourrait aussi le voir d'une autre façon en disant « Je suis dans mon championnat, c'est la finale ». Et le cerveau décide que pour l'instant, ce que le corps a ressenti qui a changé n'est pas important et c'est plus important de continuer à courir ou continuer à sauter pour atteindre l'objectif. Donc le cerveau peut faire fi de ça. OK. Fait qu'il peut décider vraiment des deux côtés. Exactement, oui. Puis, tu sais, on entend souvent les gens dire que ils se sont blessés, mais là, sur le coup de l'adrénaline, ils étaient corrects, puis c'est après ça qu'ils ont ressenti leur douleur. Est-ce que ça, c'est pas un peu une fausse... la fausse explication de pourquoi ils ont pas mal sur le coup, puis qu'ils pourraient peut-être avoir une composante de ça, mais aussi une composante que le cerveau décide que sur le coup, c'est pas la priorité d'avoir mal, puis qu'il reporte le moment d'avoir mal plus tard. C'est un très bon exemple pour expliquer ça, oui. C'est pas parce qu'on est chaud nécessairement, comme les gens pensent, c'est plutôt à ce moment-là, c'était pas important de ressentir la douleur pour la personne, mais plus tard, rendu chez eux, quand tout est calme puis ils n'ont rien d'autre à penser, ben là, c'est-à-dire que la douleur, le cerveau peut décider d'amener la douleur à la conscience de la personne parce que c'est important de faire quelque chose à ce moment-là. Ouais, fait qu'il va décider à quel moment c'est important de prendre action, mettons. Exactement. On parle souvent en physio, la relation entre la douleur et les lésions ou les blessures au tissu. On sait que quand on se fait une blessure, exemple, on se fait une coupure, ben, on va avoir une douleur sur le cou, ça va saigner, puis le tissu va guérir normalement, naturellement, en quoi? 4, 6, 8 semaines, dépendamment de la blessure. Puis après ça, on n'a plus mal. Mais dans certains cas, les gens, ils vont avoir des blessures, puis 4, 6, 8 semaines vont passer, les tissus vont guérir, mais les gens vont encore avoir de la douleur. Ouais. C'est quoi la différence entre avoir une blessure physique, fait qu'une lésion de la structure, vraiment un dommage structurel, puis avoir une douleur? C'est quoi la relation qui existe entre les deux? Puis quand est-ce que c'est différent, ce qu'il peut y avoir entre les deux? Il faut voir ça comme un continuum. C'est-à-dire, par exemple, si je prends ta main, puis je prends ton doigt, puis je le plie à l'envers, lentement. Ou je prends une aiguille, puis je la renfonce lentement dans ta peau. Prenons ça comme exemple. Fait que je prends une aiguille, je la renfonce lentement dans ta peau. Ben, ce qui va arriver, c'est qu'au début, tu vas ressentir de la douleur, parce que là, ta peau envoie un message dans ton cerveau en disant « Hey, il y a quelque chose de pas normal là ». Puis là, ton cerveau dit ben, je pense que c'est important pour ma survie, et donc, je regarde ce qui se passe. Puis là, tu vois qu'il y a ton ami Ariel qui est en train d'entrer une aiguille. Tu dis, OK, c'est bon. C'est un ami un peu sadique. Ouais. Alors, donc, si j'enfonce lentement l'aiguille dans ta peau, tu vas d'abord ressentir de la douleur avant même que l'aiguille transperce ta peau. Fait qu'il y a un, excuse-moi, il y a un buffer, il y a une zone tampon entre le moment où on ressent de la douleur et qu'il y a réellement un bobo. Un peu comme l'exemple de la chandelle tantôt. Plus je sens ma main, plus ça fait mal, mais et si je continue à descendre, à un moment donné, ma peau peut brûler pour de vrai. Fait qu'il y a une zone tampon entre les deux, et je fais un aparté sur un autre point. Cette zone tampon-là peut changer d'une personne à l'autre. Okay. Il y a des gens qui ont une zone tampon très courte, et donc ils ressentent une douleur, et presque immédiatement après, il y a vraiment une blessure physique. Okay. Puis il y a des gens qui ont une zone tampon très grande, c'est-à-dire qu'ils ressentent une douleur longtemps avant d'avoir une blessure physique. Ouais. Fait que ces gens-là vont avoir comme un peu plus de marge de manœuvre, peut-être, avant de se blesser?
Oui, ces gens-là vont avoir plus de marge de manœuvre avant de se blesser. La douleur va apparaître plus tôt dans leur vie, dans leur activité. Donc, plutôt avant d'avoir une réelle blessure à leur tissu. Exactement. Et c'est souvent ces gens-là qui... c'est souvent problématique pour certaines personnes. Parce que pour des choses de base, leur cerveau leur dit « Attention, fais pas ça, ça peut être dangereux. » ça serait même si la main était 1 mètre de la chandelle, déjà, ils pourraient ressentir la douleur. Ouais. Fait que ça peut les empêcher de faire des activités parce que leur corps leur dit tout de suite « Oh, attention, ça pourrait être dangereux si tu continues. » Puis ces gens-là, en général, s'ils ont un système, entre guillemets, plus hypersensible, c'est-tu à cause de quelque chose qu'ils ont développé dans leur vie? C'est-tu plus par rapport à leur personnalité? C'est-tu par rapport à leurs expériences? T'sais, ça peut être dépendant de quoi, l'espèce de zone tampon, la grandeur de la tolérance avant que, là, le cerveau, réellement, ils disent, là, il y a une blessure réelle. La réponse à la question, c'est qu'il y a une multitude de facteurs qui interagissent pour la quantité de zone tampon. Je pourrais te dire, on a parlé du contexte tantôt. Le contexte, définitivement, c'est censé être un. Les expériences antérieures aussi. Si je me suis déjà brûlé sur une chandelle, je risque de plus avoir peur de me rebrûler. Ouais. Alors donc, les expériences antérieures vont changer quelque chose. Parce qu'il y a une mémoire de la douleur et des expériences. Ouais, il y a une mémoire aussi, tu sais, j'ai appris que faire ça, c'est pas bon. Fait que si je le refais, je vais être plus frileux à le faire. Fait que il y a toutes ces expériences antérieures. Il y a aussi ton état émotionnel actuellement. Si je suis triste, si je suis en colère, si je suis plus joyeux, ben mon état émotionnel peut influencer comment je ressens certaines choses. Il y a même la pièce où est-ce qu'on se trouve. Tu sais, si je suis relax chez moi, puis quelqu'un me rentre une aiguille sur la peau, ça peut être différent que si je suis à l'hôpital et puis il y a plein de bruit, puis là l'infirmière est brusque avec moi, puis là c'est là qu'elle fait une prise de sang, ben je peux ressentir l'aiguille qui transperce ma peau comme étant plus douloureux que si je me fais faire un tatou par exemple. Parce qu'un tatou, ça pourrait être, c'est encore une aiguille qui transperce sa peau, mais ça peut être quelque chose que les gens voient comme étant bénéfique, qui ont choisi eux-mêmes d'avoir ça, puis ça peut avoir une signification autre, donc ils ressentent moins la douleur qu'une prise de sang. Ouais, c'est super intéressant ça, parce que je me rappelle dans un de mes cours de douleur à l'université, la première slide du PowerPoint, c'était une image de, tu sais, les gens qui se suspendent par des anneaux, là. Ouais. Puis qui sont un peu, tu sais, ils se suspendent dans les airs vraiment par des anneaux dans la peau, là. Puis tu vois vraiment qu'il y a une lésion, il y a vraiment une blessure à la peau. Puis à côté, puis t'as ces gens-là qui sont super zen sur la photo. Puis à côté, t'as les gens qui se sont fait, mettons, juste piquer un petit peu par un vaccin. Puis l'expression de douleur est comme vraiment augmentée. Exact. Fait que ça, c'est un des meilleurs exemples dans le clash de... Il y en a un qui a une réelle lésion, il y a du sang, la peau est transpercée, mais ils ne ressentent pas de la douleur parce que pour eux, c'est associé à un moment de détente ou plaisir ou peu importe. Puis au final, pour eux, ça dérange pas. Mais après ça, en comparatif, tu as ceux qui ont simplement, par exemple, une phobie des aiguilles ou qui n'aiment pas les vaccins ou qui ont un frère qui a déjà eu un vaccin puis que ça l'a mal tourné. Fait que ces gens-là, leur relation avec l'aiguille est complètement différente. Donc, la lésion dans la peau va être complètement expérimentée de façon différente ou l'expérience va être différente par rapport à la douleur. Ouais. Fait que c'est un excellent exemple, encore une fois. Puis si je continue dans ma liste, des choses qui peuvent changer le contexte, il peut y avoir le sommeil. Est-ce que j'ai bien dormi ou j'ai mal dormi? Ça peut même aller aussi loin que la santé corporelle. C'est-à-dire, si j'ai déjà un rhume, par exemple, ben un rhume, c'est une attaque corporelle. Puis tantôt, j'ai dit que la douleur est un signal d'alarme. Ouais. Ben, le corps est déjà en état d'alarme parce qu'il combat un rhume, donc ton système immunitaire, qui est un autre système d'alarme de ton corps, est déjà en action et rend tous les autres systèmes d'alarme plus sensibles. Donc, si j'ai un rhume, le système d'alarme de la douleur va être plus sensible. OK. Parce que ton système est déjà en état primaire d'alerte. Exactement. On a parlé du contexte qui peut influencer, on a parlé des expériences antérieures. Dans le livre Explain Pain que tu parles, il y a un des exemples que c'est un aventurier qui est dans la jungle puis qu'à un moment donné, il sent quelque chose qui fait mal à son pied puis il se retourne puis c'est un serpent qui l'avait mordu le pied. Fait que là, évidemment, il retire son pied puis il y a une douleur puis il se met à courir. Puis
éventuellement, il parle qu'il fait une deuxième expédition dans la jungle, Mhm. puis il sent le même genre d'inconfort au pied, fait qu'il sent quelque chose au pied, mais juste comme un frottement, puis automatiquement, il saute, il se roule à terre, il commence à tenir son pied, puis il expérimente une douleur atroce, puis quand il réalise ce que c'était juste une branche qui avait effleuré son pied. Tout à fait. Fait que son expérience antérieure de douleur lui a dit « T'as déjà été dans la jungle, t'as déjà eu quelque chose qui te gossait au pied, ça t'a fait super mal, t'es quasiment mort. Maintenant, si tu ressens le même genre de choses, je vais te faire sauter ou je vais te prévenir beaucoup plus important, de façon plus importante. » Ouais, c'est une belle histoire, ça. Fait que il y en a plein, hein, comme ça. Ouais. Il y en a une que c'était un militaire qui avait déjà eu mal au cou. Oh non, à un moment donné, il se plaint d'une douleur au cou, il passe des radiographies, puis il voit qu'il y a une balle dans le cou. Ah ouais? Tu l'avais-tu lu, celui-là? Non. Non. C'était peut-être ailleurs que c'était un genre de cas étude isolé, Ouais, là. ouais. Puis il avait fait un article avec ça juste pour démontrer que probablement qu'à la guerre, à un moment donné, il y avait eu une balle dans le nuque, tu sais, littéralement. Puis que sur le coup, son corps a décidé que ce n'était pas du tout important à considérer, la blessure. Puis plus tard, à un moment donné, il commence à avoir mal au cou, mal à la tête. Puis là, il découvre ça en radiographie. Wow. Assez exceptionnel. Ouais, ça m'a passé une autre histoire c'est une histoire qui est rapportée dans la littérature, là. Ouais. Fait que c'est un patient, un travailleur dans la construction. Il travaille ses chemins de fer, puis là, il marche, puis là, il y a un clou qui transperce sa botte, bord en bord. Fait que, tu sais, il marche sur le clou, puis le clou, il sort par en haut. Là. Il sort par en haut, ouais, c'est ça. Malgré son câble d'acier, le clou sort par en haut. Tout le monde a une vision horrifiée. Le gars, il se roule à terre, il capote, tu sais, parce qu'il y a un clou qui passe bord en bord de son pied. Puis évidemment, il s'en va à l'urgence. À l'urgence, tu sais, ils ont de la misère à diminuer sa douleur. Ils donnent plein de drogues vraiment fortes, de la morphine puis d'autres choses plus fortes que ça. Finalement, il arrive à diminuer un peu sa douleur, mais le gars est encore vraiment beaucoup en douleur. Prennent des ciseaux, découpent la botte lentement, font le tour du clou pour se rendre compte que le clou était passé entre deux orteils et il n'y avait absolument rien au pied du gars. Ah, mon Dieu! Mais wow. Le contexte a fait que il était sûr que ça avait transpercé son pied. Il avait senti le clou entre ses orteils, donc il avait senti du mouvement. Le visage horrifié de ses collègues, les gens qui, à l'urgence, ont traité son cas vraiment très sérieusement, mais ont tout fait que ça a contribué à augmenter son expérience de douleur. Ça, c'est assez fantastique. Hein? Ça démontre vraiment à quel point la douleur, c'est complètement indépendant. Ben, pas complètement indépendant, parce qu'il y a une relation avec la lésion du tissu, évidemment, mais peut, dans des contextes très précis, être complètement indépendant, puis il peut n'avoir aucun dommage à la peau, aux muscles, à l'os, puis que c'est vraiment juste le contexte, l'émotion du moment, puis tout ce qui se passe autour dans l'environnement qui va faire en sorte que la personne expérimente une douleur vraiment, vraiment plus intense. Puis, on parlait tantôt d'expérience antérieure. On sait par expérience aussi, puis c'est rapporté aussi que quand les gens ont une douleur, par exemple, si on prend la cheville, puis qu'ils connaissent quelqu'un qui ont déjà eu une douleur à la cheville ou une blessure à la cheville qui a mal viré. Fait qu'exemple, moi, je connais que mon oncle, par exemple, il a déjà eu une entorse de la cheville à 20 ans. Là, il a 50 ans, puis il a encore mal. Puis à cause de ça, il a commencé à avoir mal aux genoux, puis il a commencé à avoir mal à la hanche, puis mal au dos. Puis il m'en parle tout le temps. Chaque party de famille, ma maudite cheville. Ça a causé mon problème aux genoux. Juste que moi, j'ai cette information-là. Ça stocke dans une mémoire quelconque dans le cerveau. Puis si moi, un jour, j'ai mal à la cheville ou je me fais une entorse, cette espèce de mémoire-là peut être ravivée puis influencer mon expérience de la douleur. Ouais, c'est fou comme ça. C'est en plein ça la douleur. Puis moi, des fois, je compare ça un peu comme quand on parle de mémoire de douleur. Tu parlais tantôt que c'est comme un sens, la douleur. Fait que, tu sais, on a tous des goûts ou des odeurs qui nous rappellent quelque chose. Fait que tu rentres chez quelqu'un puis tu dis « Ah, mon Dieu, ça sent comme chez ma tante. » Ou quelqu'un te fait une recette puis tu dis « Ah, ça goûte comme le poulet de ma mère. » Mais ça, c'est 100% une mémoire associée à un sens. Mais il y a le même genre de truc qui existe pour la douleur. Là. Les gens qui ont déjà eu une douleur au genou, ça a bien guéri. 20 ans plus tard, ils se refont mal puis ils ressentent la même douleur. Ben, la mémoire de cette douleur-là va être ravivée, puis ils peuvent avoir une expérience plus négative ou plus anxieuse ou plus apeurante à cause de cet antécédent-là qu'ils ont. Ouais, je te donne un autre exemple pour faire du pouce sur ce que tu dis. Un exemple peut-être plus cocasse.
il y a, je dirais pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont déjà été malades en buvant de l'alcool. Ouais. Fait que moi, dans mon cas, c'était la tequila. OK. Et puis... Je me doute où on s'en va avec ça. Et puis, maintenant, juste sentir l'odeur, ça me rappelle l'émotion ou ça me rappelle l'expérience que j'ai eue. Et puis, je peux avoir un haut cœur, je peux moi-même sentir. Fait que malgré que je ne rebois pas de ça, juste le fait de sentir l'odeur me rappelle toute l'expérience antérieure. Fait que je suis sûr que tout le monde peut se rappeler de... tout le monde a un alcool qui ne boit plus à cause de ça ou qui ne peuvent plus tolérer. Là. Ouais, ou de nourriture qu'on a mangé, qu'on était malade, puis on n'est plus capable de manger parce qu'on a associé à « j'ai été malade avec ça ». Mais tu vois, c'est exactement là que je m'en allais. Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais jeune, j'avais une grosse gastro, ouais. Tu sais, vraiment une malade, là. Mm-hmm. Puis au même moment, ma mère avait cuisiné des biscuits. Oh. OK? Puis cette odeur-là de biscuits, toute ma vie, après ça, ça m'a vraiment écœuré. Fait que ces biscuits-là spécifiquement, puis j'ai cherché c'était quoi. Puis à un moment donné, je cuisinais une autre recette, puis j'ai senti la vanille. Puis c'était l'extrait de vanille. Ah ouais. Fait que c'était vraiment cette odeur-là. Puis depuis ce temps-là, toutes les recettes, je coupe la vanille en deux. Fait que j'en mets moins. Parce que mon cerveau, ben tu sais, là, probablement que c'est mieux, là. Mais pendant un bout, j'associais ça vraiment à être malade. On va prendre une toute petite pause, OK? On va jaser de douleur aiguë versus douleur chronique un petit peu après la pause. Ouais. Parce que je pense qu'on va entrer dans un peu plus de détails à ce niveau-là. C'est bon. Avant, je vais changer ton photo de ton podcast parce que tu m'as posé une question tantôt que on est parti sur un sujet, on a divagué, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Vas-y. Fait que je vais juste... tu parlais de lésions puis de douleur. Ouais. Je vais juste rajouter que des fois, on a réellement un bobo, mais le bobo ne fait plus mal. Ouais. Ça arrive ça aussi. Fait que tu sais, un exemple classique, c'est si on se coupe, on a mal quelques jours, mais après quelques jours, notre douleur diminue, puis on peut avoir une gale, mais si je touche pas à la gale, j'ai plus de douleur, mais le bobo existe encore. Parce que mon corps n'est pas 100% guéri. Là. On peut voir que j'ai encore une cicatrice, ou la peau est encore neuve, il y a encore quelque chose, mais je n'ai pas de douleur. Fait que on peut même dire que même s'il y a une lésion, même s'il y a un bobo physique, ce n'est pas toujours douloureux. Ouais, c'est ça, c'est une bonne nuance parce qu'on a plus parlé de l'autre côté de la médaille dans le sens qu'on peut avoir une douleur sans avoir de lésion, mais on peut avoir une lésion sans avoir de douleur. Puis, ça me fait penser combien de fois dans notre vie, on remarque notre pantalon, il y a une tache de sang, puis finalement, tu t'étais coupé, puis tu saignais du doigt, ou tu t'étais arraché un bout de peau, puis là, ça saigne. Mais ça fait peut-être 1 heure, 2 heures que tu es comme ça, puis il y a du sang, donc définitivement, il y a une lésion, aussi mineure qu'elle peut être, mais il n'y a pas de douleur associée. Ah oui, ou des gens qui se réveillent et ont des bleus sur leur corps, puis ils ne savaient plus comment ils ont fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Mais il y a des gens qui se font faire des bleus plus facilement que d'autres. Aussi, mais ça demeure une lésion, ça demeure un bobo. Exactement. Il y a eu un saignement, il y a eu les vaisseaux sanguins ils ont été déchirés pour avoir un bleu. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. Fait que autant on peut avoir de la douleur sans avoir de blessure. Ouais. Et on peut avoir une blessure sans avoir de douleur. Tout à fait. La relation n'est pas linéaire entre les deux. Tout à fait. Je te laisse à la pause. Très bonne nuance. OK, good, on s'en parle tout de suite après. Donc, on voulait parler un peu plus de type de douleur. Fait que les gens, en gros, ce qu'ils vont connaître probablement en général, c'est douleur aiguë, douleur chronique. Si on commence par définir un peu c'est quoi, la définition réelle de douleur aiguë, ça ressemble à quoi? Si on divise ça simplement, douleur aiguë, douleur chronique, c'est juste basé sur le temps. Ça veut dire, ça fait combien de temps que tu as mal? Fait que si ça fait plus que 3 mois que tu as mal, on parle d'une douleur chronique. Si ça fait moins de 3 mois que tu as mal, on peut parler d'une douleur aiguë ou subaiguë. C'est aussi simple que ça, dans le fond. Les gens, souvent, pensent que douleur chronique, c'est super... En fait, c'est péjoratif. Dans notre société, là, quand on parle de douleur chronique, automatiquement, les gens, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est grave, c'est dans leur tête, ils ont des problèmes psychologiques. » Alors que, techniquement, si tu as mal puis ça fait plus que 3 mois, automatiquement, c'est une douleur chronique. Parce que ça, c'est juste la définition. Exactement. Fait que, mettons qu'on parle plus plus précisément, douleur, on a la notion de nociception ou de douleur nociceptive. Ouais. Cette douleur-là, qui est comme la première phase de douleur aiguë, si on veut, c'est quoi cette douleur-là, ce type-là? Tantôt, je parlais des récepteurs qu'on a partout dans le corps, des nocicepteurs. Donc, c'est une douleur qui est très simple, qui est, je prends une aiguille, je pèse sur ma peau, il y a un signal qui se rend à mon cerveau de nociception, mon cerveau décide que c'est dangereux et j'ai mal.
Donc, c'est les formes de douleur les plus classiques que l'on a, celles que on peut avoir tous les jours, si tu veux. Fait qu'on peut avoir de l'inflammation, par exemple, s'il y a eu lésion de notre système, là. Puis cette douleur-là, normalement, elle va durer combien de temps? Une douleur nociceptive, en général, s'il n'y a pas eu de lésion majeure, ça dure le temps que le stimulus est appliqué. Là. Fait que si je prends mon doigt, je le revire à l'envers, ça fait mal. Si je relâche, ça arrête de faire mal. Ouais. Fait que qu'est-ce qui ferait que la douleur pourrait persister? La douleur peut persister. C'est une question vague, ça. Ouais, ben en fait, OK, on va la mettre dans deux catégories. OK, Fait c'est bon. douleur nociceptive, Ouais. normalement, dès que tu enlèves le stimulus, t'as pas mal. Ouais. Fait que quelqu'un te pince, Mhm. il arrête de te pincer, normalement, ça arrête de faire mal. Ouais. Maintenant, si on a une douleur aiguë suite à un trauma, fait qu'exemple, tu t'es viré la cheville en skateboard, Mhm. t'as de l'enflure, t'as de l'inflammation, tu vas avoir une douleur aiguë, nociceptive. Ouais. En temps normal, un système nerveux normal, une douleur normale, ça devrait durer combien de temps? Après combien de temps ça devrait être beaucoup mieux? Ben, si on parle de douleur au repos, donc encore une fois, je me suis foulé la cheville en skateboard, alors tu sais, après, il va y avoir de l'inflammation qui peut maintenir une certaine douleur au repos qui devrait durer 48 heures, 72 heures. Après ce temps-là, on devrait être capable de, si on ne bouge pas la cheville, pas avoir nécessairement de douleur. OK. On peut encore avoir de la douleur au mouvement. Ouais. Parce que là, ce qui arrive quand on a une blessure, comme une entorse de cheville, eh bien, le corps, il rend cette zone-là plus sensible pour la protéger temporairement le temps que ça guérisse. Ce qui est tout à fait normal. Ouais. Fait que, au mouvement, on peut avoir un peu de douleur ou beaucoup de douleur dépendant dépendant du contexte. On parlait de ça tantôt. Ouais. Pendant les 2 à 3 premières semaines. Ensuite, même si la blessure n'est pas nécessairement guérie, la douleur devrait partir. Et puis, juste la blessure finit de guérir dans les 3-4 semaines suivantes. Puis en temps normal, pour, encore une fois, un système nerveux qui est normal, quelqu'un qui a un bon système de guérison, la blessure au tissu, fait que l'atteinte structurelle, elle devrait être guérie en combien de temps? Ça dépend de quel tissu on parle. C'est-à-dire, si c'est un muscle, si c'est un os, si c'est un ligament. Un nerf. Je te dirais que ça varie, mais entre 4 et 8 semaines, l'ensemble des bobos devraient être guéris puis on va être capable de refaire tout ce qu'on veut. Oui, parce que normalement, une fracture, on parle de 8 semaines pour la consolidation de l'os. Exactement. Là, on s'entend, c'est la majorité des cas quand ça a bien été immobilisé, bien été traité. Ouais. On parlait d'inflammation tantôt. Tu dis que ça peut durer normalement 2 à 3 jours. Donc, est-ce que c'est faux quand les gens viennent nous voir puis ils disent « Moi, j'ai mal depuis 3 ans puis j'ai une inflammation dans mon épaule qui fait en sorte que j'ai encore mal. Je le sens inflammé. » Pourquoi les gens ils disent ça? Puis est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Je reprendrai le début de ta phrase. L'inflammation peut durer environ 2 semaines, 10 à 14 jours. Mais par contre, la douleur qui est due à l'inflammation, elle dure un peu moins longtemps. C'est ça. Fait qu'il y a une nuance à faire ici. Exactement. Puis ensuite, si quelqu'un vient me voir et me dit « J'ai l'épaule inflammée », je te dirais des fois, c'est juste un manque de vocabulaire. Ouais. Moi, au début, je savais qu'il n'y avait pas d'inflammation nécessairement dans ces épaules-là, compte tenu de l'histoire puis de l'examen physique. Mais puis je me fâchais quasiment après un patient en disant non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'inflammation dans ton épaule. Mais pour me rendre compte par la suite que c'est juste une façon d'exprimer leur ce qu'ils vivent. Ouais, leur sensation dans le fond. Leur sensation. Fait qu'il y a une inflammation ou pas, la personne va me dire qu'elle a mal. Ouais. Fait que, mais théoriquement, si on est purement scientifique, les chances qu'il y ait d'inflammation après 3 ans sont minces. Ouais, elles sont très minces. À moins qu'il y ait une pathologie systémique ou du système inflammatoire qui fait en sorte que ça entretient ça. Là. Ouais. Fait que les gens, ils disent peut-être qu'ils se sentent inflammés parce qu'ils sentent des tensions, ils sentent une brûlure, ils sentent le membre raide, c'est ça. Fait que les gens, ils vont dire que c'est inflammé. Mais scientifiquement, au niveau théorique, c'est peut-être pas réellement inflammé dans la majorité des cas, mais c'est le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Tout à fait. C'est comme les gens qui disent « j'ai un nerf de coincé ». Ouais. Mais s'il y a réellement un nerf de coincé, vous êtes sur une table d'opération en train d'avoir une décompression pour que le nerf puisse vivre parce que c'est vraiment grave un nerf de coincé. Ouais. Puis vous êtes incapable de bouger, vous êtes paralysé. Ouais.
Fait que là, il faut s'assurer de pas faire peur aux gens que leur professionnel leur a dit qu'ils ont un air de coincé. Ils sont probablement pas au seuil de la mort, c'est juste le manque de vocabulaire. Fait que l'explication est juste mauvaise. C'est pas un air de coincé qu'ils ont, même si on va le verbaliser comme ça des fois aux patients, peut-être par erreur, là. Moi, je fais attention à pas utiliser ce genre de terme-là qui serait erroné, mais c'est très dur d'écrire une douleur. Puis les gens, des fois, nous, on est physio, on a un vocabulaire assez élargi, mais c'est pas tout le monde qui a notre même connaissance. C'est comme je te demande, décris-moi le goût d'une pomme. Ouais. Ou décris-moi la couleur bleue. Ouais. Comment est-ce que tu décris la couleur bleue? Faudrait... ça se décrit pas, honnêtement. C'est comme une expérience. La douleur, c'est une expérience. Exact. Fait que si tu parles à un artiste ou à un artiste cuisinier puis tu demandes d'écrire le goût d'une pomme, peut-être que lui, il va être capable de te décrire ça parce qu'il y a plus de vocabulaire que toi puis moi qui sont pas dans ce milieu-là. Ouais. Fait que les gens décrivent leur expérience en disant « je suis inflammé, j'ai un air de coincé ». C'est juste des mots pour décrire comment ils se sentent. Fait qu'il faudrait faire attention, tu sais, aux professionnels qui nous écoutent de pas dire à leurs patients qu'ils ont un air de coincé. T'sais, parce que ça semble un peu épeurant, dit comme ça, puis au niveau théorique, c'est erroné, sauf si on a la preuve réelle que le nerf est réellement en danger. En général, quand les gens ont un problème associé à un nerf, le classique, c'est le nerf sciatique, là, c'est probablement le nerf que les gens connaissent le plus. C'est plus un nerf irrité ou un nerf sensible ou un nerf qui manque de mouvement, mais c'est pas un nerf qui va être réellement écrasé, coincé, là, parce que ça, il y aurait des signes plus graves à l'examen physique. Exactement, les gens seraient paralysés. C'est ça. Tout simplement. Ouais, ils pourraient pas bouger ou ils pourraient pas sentir leur pied. Ils pourraient pas venir marcher pour venir nous rencontrer. Ouais, fait que si la personne, elle se lève d'une salle d'attente puis qu'elle marche à la salle, on peut éliminer qu'il n'y a pas de nerf coincé. Exactement. En général. Ouais, c'est ça. Si la personne respire, bouge, on est correct. Ouais, fait que faites bouger vos orteils. Si vous êtes correct, vous n'avez pas de nerf coincé. C'est bon. Mais vous pouvez avoir un nerf irrité. Ouais. Ça change pas. Et ça peut faire extrêmement mal. Et voilà, exactement. Il n'est pas obligé d'être coincé pour qu'il fasse mal. Tantôt, on a un peu surtout parlé de douleur aiguë. Fait qu'on parle de douleur chronique quand ça fait plus de 3 mois. Ouais. Fait que là, quelqu'un qui se blesse, on reprend l'exemple de l'entorse de cheville en skateboard, il y a de l'inflammation. Il va avoir, en temps normal, 2-3 jours de douleur au repos, peut-être, associée à l'inflammation. Après ça, normalement, il ne devrait plus avoir de douleur au repos. S'il marche dessus, s'il fait certains mouvements, ça se peut qu'il y ait de la douleur. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre plus les journées avancent. Donc, les journées, ils devraient être de mieux en mieux normalement. Mais il y a certaines personnes qui vont avoir une expérience de douleur prolongée. Fait que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'ils ont eu leur entorse de cheville. Et quand ils sont au repos, ils sentent encore leur douleur. Pourquoi ça peut arriver, ça? Pourquoi les gens peuvent avoir un système de douleur qui est encore actif? Il peut y avoir une multitude de facteurs. Je te dirais, si on part du plus simple au plus compliqué, quelqu'un qui a mal après encore 3 ou 4 semaines suite à une blessure, c'est probablement que son corps a besoin d'un coup de main pour guérir. Fait que si on parle juste de mécanique, il peut y avoir une mécanique fautive du corps qui met trop de stress, trop de charge sur, par exemple, ma cheville et qui l'empêche de guérir. Donc, l'environnement n'est pas adéquat pour permettre au corps de guérir. Souvent, c'est causé par des anciennes blessures, par des façons stéréotypées de bouger. Par exemple, si je pourrais être quelqu'un d'un peu excentrique puis de juste vouloir marcher sur la pointe des pieds. Si moi, dans ma vie, je marche toujours sur la pointe des pieds, si je me blesse à la cheville un jour, ça se peut que mon habitude de toujours vouloir marcher sur la pointe des pieds empêche la bonne guérison de ma cheville. Fait que ça, c'est un exemple un peu farfelu, mais il y a d'autres exemples d'habitudes posturales, de façon de bouger qui peuvent maintenir le stress sur le bobo et l'empêcher de guérir. Je peux te faire un parallèle avec si je me coupe dans le creux de mon coude et puis j'arrête pas de déplier mon coude. Fait que ma gale, elle va toujours se réouvrir, ça va saigner. Et si je continue à faire ce mouvement-là, puis que je sais pas qu'il faut que je garde mon coude un peu plus proche de moi pour un certain temps tant que ça guérisse, ça va pas fournir un environnement favorable à ma coupure de guérir. Ouais, parce qu'au final, c'est le corps qui guérit les blessures. Fait que, notre corps a la capacité à guérir le tissu, mais la job du physio, puis la job de n'importe quel professionnel de la santé qui intervient auprès d'une blessure, c'est de fournir l'environnement
au corps pour qu'il se guérisse lui-même. Fait que c'est d'optimiser l'environnement de guérison. Ouais. Mais l'environnement de guérison, c'est tellement large. C'est autant la façon que tu marches, c'est tes mouvements, c'est comment tu dors, c'est comment tu es stressé, comment tu es anxieux, est-ce que tu es inquiet par rapport à ta blessure. Fait que tout ça, c'est de l'environnement qui joue sur la guérison. Ah, puis ça peut aussi être, tu sais, à quel point est-ce que tu es en forme? Ouais, ta condition physique avant la blessure. Exactement. Est-ce que, tu sais, comment, tu sais, à la limite, ça peut aller, tu sais, ton intérieur en toi, comment est-ce qu'il est? Tu sais, est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu fumes? Ça peut changer la vitesse à laquelle... Est-ce que tu es diabétique? Est-ce que tu es diabétique aussi? Ça peut changer la vitesse à laquelle ton corps guérit. Tout le monde a des vitesses de guérison différentes. On sait qu'il y a une norme, mais tout le monde a des vitesses de guérison différentes. Ouais. On a parlé de douleur chronique en termes de durée, encore une fois. Peut-être des termes un peu plus scientifiques ou un peu plus poussés, mais on va essayer de le garder simplifié. On a le concept en neurophysiologie de la douleur de nociception plastique ou douleur de neuroplasticité. Ouais. Okay? Puis ce qui semble démontrer, c'est que pendant une expérience de douleur ou suite à une blessure, il peut avoir des changements dans ton système nerveux central, fait que ta moelle épinière, tes nerfs ou ton cerveau. Ouais. Puis ça peut amener une plasticité. Fait que la plasticité, comment tu définirais ça? Tu sais, juste at large, assez simplement, pour que les gens nous suivent un peu. Là. Fait que la neuroplasticité, c'est la capacité aux neurones de changer. OK. C'est aussi simple que ça. Je dirais aussi simple que ça, oui. Puis, donc, si on revient à notre exemple, une fois qu'on a eu une douleur, pourquoi notre système nerveux, fait que pourquoi nos neurones pourraient changer? Qu'est-ce qui amènerait à ce que ça change? Puis quand je dis changer, c'est qu'avant, on croyait que le cerveau, on était né avec toutes nos connexions et que les connexions ne pouvaient pas bouger. Bien, la neuroplasticité nous dit qu'on peut créer des nouvelles connexions dans le cerveau, même en vieillissant. Et puis là, j'ai manqué le fil de la dépression. Dans le fond, qu'est-ce qui amènerait quelqu'un qui a une douleur à... pourquoi ça changerait, le système nerveux? Pourquoi il changerait? Il faut voir ça un peu. Là, c'est l'hiver. Je sais pas c'est quand que le podcast va être diffusé, mais c'est l'hiver et il neige actuellement dehors. Fait que ça fait penser à une glissade. Fait que si on va glisser, puis la neige est folle au début, on se fait une première trace dans la neige. Puis là, plus on prend cette trace-là, plus la trace se creuse, plus le traîneau veut caler dans la trace. Fait que même si j'essaie de me donner un élan pour aller en dehors de la trace, c'est facile de rentrer dedans et de suivre le même trajet. Fait que c'est un peu ça la neuroplasticité, c'est que plus tu empruntes le même chemin, plus ce chemin-là va vouloir être emprunté. OK. Fait que les gens qui ont très mal, eh bien, leur trace dans la neige est vraiment très profonde et même quasiment glacée. Fait que c'est impossible d'en sortir. Fait que toutes les choses qui vont graviter autour vont vouloir tomber dans cette trace-là pour prendre le chemin de la douleur. OK. Fait qu'au final, ça devient difficile de sortir de cette trace-là. Oui, exactement. Puis c'est quoi les éléments qui peuvent contribuer à ce que cette trace-là continue d'être tracée puis renforcée, pardon? Ben, je te dirais, plus tu utilises la trace, plus elle se creuse. Ouais. Fait que plus tu as mal, plus ça va être facile d'avoir mal. Ouais. Fait qu'au final, il y a comme une espèce de cercle vicieux qui embarque là-dedans. Ouais, tout à fait. Puis les gens, pour se sortir de ce cercle vicieux-là, c'est quoi que ça prend? Ben, chaque douleur est différente. Ouais. Puis chaque intervention va être différente dépendant de la personne. Une des façons la plus simple, ça serait de commencer à glisser à côté, puis pour te faire une petite trace, mais d'arrêter tôt. Donc, tu glisses 1 mètre, j'arrête, puis je remonte pour refaire ma trace à côté pour être sûr de ne pas retomber dans la mauvaise track. Ce que ça veut dire concrètement, c'est... Ouais, c'est ça. Un exemple, ça serait bien. Par exemple, quelqu'un qui a mal à la cheville, parce qu'il y a une entorse, puis ça fait 3 ans, comme ton oncle, par exemple. Ouais, c'est ça. Salut mon oncle. Ouais, salut. Lui, je pourrais lui conseiller, par exemple, de recommencer à faire des exercices de cheville, mais tout en maintenant un niveau de douleur raisonnable ou même pas de douleur, dépendant des personnes-là. Ouais. Fait que graduellement, on pourrait le réexposer, réhabituer son corps à bouger sans prendre le chemin de la douleur. Fait qu'on essaie de revenir vraiment à la base. T'sais, on revient un peu en arrière. C'est comme réapprendre à marcher un peu. Il faut faire des choses de base pour se sortir de ça. Oui, ce serait un des traitements les plus simples qu'on pourrait faire pour ce genre de personnes-là. OK. Dans les patients qu'on peut voir, peu importe le type de douleur,
quand c'est des douleurs que ça fait longtemps, en général. Fait que pour moi, longtemps, c'est des années. Fait que les gens ont mal depuis des années. Fait que automatiquement, on sait qu'ils sont en douleur chronique. Même s'ils n'ont pas une douleur constante, c'est un problème chronique qui est là. C'est quoi des comportements qu'on sait qui vont nuire à une guérison? Ou en fait, peu importe la douleur même, c'est quoi les comportements face à la douleur que les gens peuvent avoir qu'on sait qui sont nuisibles et qui vont favoriser une moins bonne évolution? OK. Là, tu utilises deux termes. Tu as utilisé le mot guérison et évolution. Ouais. Fait que c'est intéressant de faire la nuance entre les deux parce que quelqu'un qui a mal depuis 3 ans peut ne pas avoir de bobo et être 100% guéri, mais avoir mal. Ouais. Fait qu'en utilisant le terme rétablissement. Rétablissement, ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que je dirais? Il y a 2 extrêmes qu'il faut éviter. Fait qu'il y a des personnes qui ont mal et qui s'empêchent de tout faire parce qu'ils ont mal. Ouais. Fait que c'est au moindre signal de la douleur, ils vont s'arrêter. Fait que ça, on appelle ça un peu de l'évitement. Exactement. Fait que ce serait quelqu'un qui éviterait les mouvements. Ouais. Fait que dans le cas de ton oncle, ce serait il n'oserait pas aller au dépanneur et marcher 10 mètres de peur d'avoir mal à la cheville. Ouais. Il prend toujours sa voiture dès qu'il marche plus que 100 mètres. Ouais. Puis ce que ça fait, c'est que le corps se déshabitue de marcher et peut rendre et devient de plus en plus sensible à chaque jour. Et on renforce le signal que marcher égale problématique. Exactement. Fait que là, on reglisse encore dans la même traque. Tout à fait. Fait que ça, ce serait peur et évitement. Ce serait un Ouais. des comportements qu'on ne veut pas ou que s'il est présent chez un patient, on veut assurément l'adresser. Définitivement. Ce serait quoi un autre comportement? L'autre comportement, c'est 100% l'inverse. C'est le monde qui dit « j'ai mal, mais je m'en fous. Je fais tout, c'est pas la douleur qui va m'arrêter. » Fait que ces gens-là, volontairement, ils ont de la douleur et ils poursuivent leur activité, ils persistent dans leurs activités et ça, ils prennent encore la trace de la douleur, la renforcent, mais n'arrivent pas à diminuer assez leurs activités juste pour donner un break à leur cerveau de la douleur. Ouais, fait que le stress mécanique qui doit être ajusté pour que la blessure guérisse ou pour que la douleur évolue, il est mal géré, c'est ça que tu veux dire? Ben, je te dirais, pas nécessairement le stress mécanique, mais plutôt juste l'exposition à la douleur. OK, ouais. Fait que juste quelqu'un qui a mal puis qui s'en fout, qui continue à avoir mal tout le temps, ben il va avoir mal de plus en plus facilement. Ouais. Fait que c'est des gens comme ça qu'il faut ralentir. Pas parce que c'est dangereux pour leur corps, parce que leur corps ne sera pas plus brisé si ils marchent un petit peu puis ils ont mal. Mais c'est leur système nerveux qui devient de plus en plus sensible. Puis c'est ça qu'on veut arrêter, c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut arrêter. Même si c'est pas dangereux pour leur corps, ça peut être très désagréable pour leur personne et ça peut être néfaste pour le système nerveux de trop se sensibiliser à cette douleur-là. Fait que vraiment, les deux extrêmes sont possibles. Les gens, ils pensent que c'est juste d'avoir peur et d'éviter la douleur qui va être problématique. Donc, ils se disent, moi j'ai mal, mais je m'en fous, je continue, puis je suis tough, puis la douleur, je la tolère bien. Alors que ça prendrait plutôt un équilibre entre les deux. Il faudrait réduire un peu les activités qui continuent à alimenter la douleur, tout en continuant à bouger, puis d'essayer de faire le plus possible notre quotidien quand même. Parce que sinon, si notre fonction quotidienne est très limitée, ben, ça peut amener d'autres problèmes aussi. Oui, je te dirais que c'est l'idéal, si tu veux, une ligne directrice, ça serait essayer de faire des activités qui peuvent être douloureuses ou non, sans que ça impacte le reste du quotidien. Ouais. Fait que par exemple, si moi j'ai mal au dos quand je vais courir, ben je vais pas m'empêcher d'aller courir si après avoir couru, je suis pas scrap au reste de ma journée. Ouais. Fait que si j'ai un peu de douleur en courant, c'est correct, mais c'est important pour moi de courir. Mais par la suite, je veux pas que le reste de ma journée soit foutu, puis je sois obligé de passer la journée couché, assis sur le sofa, ou que je devienne impatient à cause de la douleur, puis là que je sois pas, que je sois impatient avec ma femme. Que tu deviens irritable, ouais. Exactement. Fait que quelqu'un on reprend cet exemple-là, qui aurait une douleur au dos, qui va courir, inconfort pendant la course, il revient, il prend sa douche, puis le temps qu'il mange son repas assis, après ça, il est mieux. Ouais. Ben, c'est un bon comportement, ça. Faut le favoriser. Versus la personne qui court, puis comme tu dis, ben après ça, doit être tout le reste de l'après-midi couché. Ça, c'est un peu excessif. Fait qu'il faut trouver l'équilibre. Ouais.
On sait aussi qu'il y a plusieurs facteurs psychologiques ou psychosociaux qui peuvent influencer la douleur. Fait que si on définit ça en termes de facteurs, on a les facteurs psychologiques. Fait que ça, c'est tout ce qui est associé à nos traits de personnalité, nos traits psychologiques. Fait que notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, est-ce qu'on est quelqu'un d'inquiet en général. Puis le niveau de peur aussi. Niveau de peur, ouais. Puis les facteurs sociaux qui sont un peu mon environnement de travail. Est-ce que je suis heureux dans mon emploi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon employeur? Est-ce qu'à la maison, je suis heureux? Est-ce que j'ai un couple qui va bien? Est-ce que j'ai une vie familiale qui est heureuse? Fait que tu parles beaucoup de si je suis heureux dans mon environnement social, mais aussi, est-ce que mon environnement social favorise ou m'oblige à pousser mon corps au-delà de la limite que je voudrais respecter. Ouais. Fait que si, par exemple, j'ai un travail physique et puis qui met trop de stress sur mon corps, ben ça peut être trop. Ou bien, fait que ça devient un facteur social aussi dans la catégorie travail. Exactement. Ou bien, j'ai un travail assis de bureau et, ma tolérance assise est seulement de 2 heures, mais je dois rester assis pendant 8 heures. Ouais. Ou bien, à la maison, ben j'ai pas d'aide pour faire le lavage, le ménage, sortir les poubelles, juste parce que je dois continuer à vivre. Ouais. Ou Donc, t'es quelqu'un monoparental qui a 3 enfants. Exactement. Donc, je peux pas laisser mes enfants tout seuls. Je dois faire un minimum pour subvenir à leurs besoins, mais ce minimum-là est trop pour moi. Ouais. Fait que les facteurs psychosociaux, c'est autant comment l'environnement psychologique et social nous influence et autant comment nous, on réagit par rapport à ça. Oui, parce que c'est pas toujours, ça c'est important, c'est pas toujours ce qui se passe, mais c'est comment tu réagis à ce qui se passe qui est aussi important. Ouais, comment tu contrôles tes pensées par rapport à ça. Fait que comment ça peut nuire à une récupération? Tu sais, mettons qu'on prend l'inquiétude, l'anxiété, okay, qui est quand même présent, tu sais, on le sait de plus en plus, là, on a une société qui est anxieuse. Tu sais, tout le monde vit du stress à échelle plus ou moins grande. Comment le stress et l'anxiété peut nuire à une récupération de la douleur? C'est gros comme question. Ouais, c'est assez vague. Je te dirais, dans des études scientifiques, si on stresse artificiellement certaines personnes, ces personnes-là vont commencer à ressentir de la douleur. Fait que le stress en soi, seul, peut créer de la douleur. Situation numéro 1. Ouais. Situation numéro 2, je peux avoir une douleur au genou en courant, fait qu'avec un problème mécanique. Et je peux être aussi stressé par rapport à cette douleur-là, par exemple. Alors, le stress-là va agir comme un amplificateur de symptômes. Fait que c'est comme un catalyseur, là, finalement. Exactement. Fait que oui, j'ai un problème. Oui, j'aurais mal. Stress, pas stress, mais le stress fait que j'ai plus mal. Est-ce que aussi le stress peut agir un peu comme un grugeur d'énergie, dans le sens que, tu sais, c'est une image d'explication que j'utilise pour expliquer aux gens comment ça peut agir aussi. Tu sais, on a tant X nombre d'énergie dans notre corps à fournir à notre journée. Ouais. Ben, s'il y en a un 15-20% qui est utilisé pour gérer le stress, 15-20% pour les 3 enfants, 30% parce qu'on a mal dormi, ben, c'est toute l'énergie qui reste moins pour que notre système guérisse. Tout à fait. Pour que notre système guérisse ou pour que... en fait, ça rend le corps plus sensible aux signaux d'alarme. Ouais, exactement. Fait que ça le sensibilise encore. Mais oui, mais pense à toi quand t'es fatigué, là. T'es souvent plus irritable. Ouais. Parce que t'es fatigué, ben, plus irritable, on peut juste remplacer par plus sensible à la douleur. Ouais. T'es plus sensible au bruit quand t'es fatigué. Il y a plus de choses qui nous irritent quand on est fatigué. Exactement. Et la douleur, ça va juste répondre à une irritation physique, si tu veux. Ouais. C'est une bonne comparaison. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que si quelqu'un est en douleur chronique, en douleur persistante depuis longtemps, si leur qualité de sommeil est grandement affectée, pas nécessairement par la douleur, mais s'ils dorment pas bien, c'est très difficile de s'en sortir. Je te dirais que c'est un des facteurs les plus importants. On peut voir que le corps se régénère dans le sommeil, puis si le sommeil n'est pas bon, peu importe pour quelle raison, ça va être difficile de s'en sortir. Puis ça, c'est démontré par les études. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est la communauté scientifique. C'est ça, c'est pas l'opinion d'Ariel. Fait que ça prend un bon sommeil pour s'en sortir. Ah oui, ça prend définitivement un bon sommeil. Mes patients, je peux les aider, même s'ils ont, il y a des gens qui ont des troubles de sommeil, puis ils ont consulté, ça va mieux, mais ça fait partie de leur portrait. Ouais. Ben, chaque gens ont un portrait différent, puis il faut vivre avec ça. Fait qu'on peut penser que ça va être plus long avec eux, ou qu'on n'atteindra pas un 100% de ce qu'ils veulent, comme il était avant nécessairement, mais définitivement, on peut aider n'importe quel gens, même si leur sommeil est difficile. Ouais, mais c'est sûr que c'est
sais, c'est probablement un facteur principal. Moi, je sais pas si toi, tu le vois beaucoup aussi, mais quasiment tout le monde qui consulte avec des douleurs importantes ou des douleurs qui durent depuis longtemps, c'est souvent des gens qui dorment moins bien ou ils ont comme une hygiène de santé comme affectée. Exemple, l'alimentation ou leur sommeil. Fait que c'est soit des gens qui font de l'insomnie, qui ont de la misère à se coucher ou qui ont une hygiène de sommeil étrange, fait qu'ils se couchent à des heures vraiment aléatoires, ils vont se réveiller plein de fois dans la nuit, mais aussi leur autre hygiène de vie, par exemple l'alimentation, le restaurant, les mets préparés, ou qui vont moins cuisiner maison, puis tout ça, ça peut jouer aussi dans la récupération. Ben, définitivement, comme on disait tantôt, on fournit pas un bon environnement à notre corps pour guérir. Exact. Tu sais, on peut faire un parallèle avec une plante. Une plante pour guérir, tu sais, pour pousser, c'est comme un corps qui veut guérir. Fait que tu sais, pour que la plante pousse, il faut lui donner de l'eau, du soleil, une bonne terre, de l'engrais. Fait que ça, c'est le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, les relations sociales autour de nous. Ouais. On peut pas faire pousser la plante plus vite. Là. Même si on tire dessus, elle poussera pas plus vite nécessairement. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner le bon environnement pour qu'elle puisse pousser. C'est la même chose pour la réparation du corps. On fournit un bon environnement au corps. C'est sûr que si la plante t'amène dans ton garde-robe, les chances qu'elle pousse sont moins grandes. Ouais, évidemment, parce qu'il y a moins de soleil là, assurément. Fait que c'est un peu comme la comparaison, c'est que si tu mets pas ton corps dans le bon environnement, si tu y donnes pas les éléments essentiels à une guérison, fait que sommeil, alimentation, juste être heureux en général. Tu sais, les gens qui vivent mal leur douleur, exemple, ça a un impact sur leur vie familiale, ça a un impact sur leur relation sociale. C'est démontré, ça aussi, là, que les gens, ils récupèrent moins bien quand ils vivent pas bien leur situation. Ouais. Puis je veux juste faire une petite pause dans ce qu'on dit. On parle beaucoup de l'environnement, de tout ce qui est psychologique, social. Il y a aussi des facteurs physiques qui peuvent contribuer à la douleur. Là. Ouais. C'est pas toutes les douleurs qui sont influencées parce que ton environnement n'est pas adéquat. Là. Il y a des gens qui réellement ont des limitations physiques qui, quand on les traite, ça améliore les douleurs. Autant une douleur aiguë que chronique. Il y a des gens qui ont des douleurs chroniques seulement parce qu'ils n'ont jamais été traités ou ils n'ont jamais été bien traités. Ouais. Et moi, tu sais, des douleurs après 10 ans, je vois des gens qui arrivent qui consultent avec moi puis qui ont mal depuis 10 ans, ben ils ont juste jamais eu de traitement adéquat. Fait que c'est comme c'est des gens qui ont une douleur aiguë depuis 10 ans. Ouais. Il y a peu de changements dans leur système nerveux nécessairement, puis on les traite comme s'ils avaient mal depuis 2 semaines, puis ils récupèrent quasiment aussi rapidement. Là. Ouais, ça c'est assez exceptionnel aussi. Mais c'est juste, il s'agit d'identifier qu'est-ce qui a été manqué ou qu'est-ce qui a pas été fait. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a un problème mécanique qui après 10 ans, ça va prendre 4 sessions ou 6 sessions puis va mieux aller, mais ça arrive aussi. Ouais. Fait qu'on voit les deux extrêmes. Faut pas diaboliser les facteurs psychosociaux ou l'environnement des personnes ou le stress. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec du stress, mais qui vivent bien avec le stress. Qui gèrent très bien. C'est ça l'autre élément. Une fois que ces facteurs-là sont présents, de un, est-ce que la personne est consciente? Puis de deux, est-ce que la personne a des outils ou des méthodes d'adaptation pour gérer ça? Il y en a qui sont très, très, très stressés, mais par leur sport, par leur méditation, ça va les calmer, puis ils vont très bien gérer ça. Là. Parce que des jobs stressants, il y en a partout, puis c'est normal d'en vivre. Le stress aussi, comme la douleur, est utile. T'sais, dans la vie, on a besoin de stress pour survivre. T'sais, en général, là, dans les situations, exemple, il y a quelqu'un qui te court après, ben, avec une matraque, c'est sûr que tu vas être stressé, ça va t'amener à te protéger. C'est ça. Fait que c'est pas tellement ce qui se passe, c'est comment on réagit à ce qui se passe aussi. Ouais, exactement. En terminant, j'aimerais ça que tu me... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute, là, puis qui est en douleur chronique, qui a mal depuis longtemps? Wow. Ce serait quoi ton top 1 ou 2 conseils? Ou c'est quoi que tu voudrais dire à ces personnes-là? Hey, ça, c'est une excellente question. Bonne question, hein? En fait, pour traiter efficacement la douleur chronique, il faut comprendre la cause. Et puis, la cause peut être différente à chaque personne. Mais si on veut un conseil... C'est un conseil général qui peut quasiment aider tout le monde, sans être magique, là. Ouais, je vous dirais, ne vous limitez pas dans vos activités. Faites les choses que vous appréciez faire malgré votre douleur, tout en maintenant un niveau de douleur raisonnable. Ouais. Ce serait un bon conseil en général. Je pense que oui. Favoriser le plus ce qui nous rend heureux. Ouais, fait que c'est ça que je dirais. Faites ce que vous aimez,
mais assurez-vous pour que ça ne vous scrape pas le reste de la journée. Ouais, très bon conseil en général à appliquer. C'est bon. On va voir si les gens nous écrivent pour nous dire que ça l'a sauvé que ça l'a réglé tous leurs problèmes. Écoute, merci beaucoup. On va assurément refaire un épisode éventuellement parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait jaser en douleur, mais merci beaucoup de ton temps. Puis j'espère que tu as aimé ta première expérience. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte au deuxième épisode. Yes. OK, ciao, merci. Salut.